j'aimerais que tu racontes un petit peu tout le travail qu'on a pu faire, notamment sur le storytelling ensemble. Qu'est-ce qu'on a travaillé pour arriver à un peu une nouvelle étape sur le storytelling que tu fais aujourd'hui? Ok. Étrangement, c'était un concept que je connaissais vaguement, mais que je m'étais jamais vraiment intéressé et j'avais jamais compris en fait la puissance de ce qu'était le storytelling. Et puis dernièrement, j'ai vu pas mal de contenus qui en parlaient, qui expliquaient comment c'était une grosse plus-value dans tous les secteurs en fait, parce que moi je pensais que le storytelling c'était plus pour le cinéma, etc. Mais en fait c'est un truc qui est utilisé genre dans les sociétés, pour vendre des produits, pour créer des vidéos. En fait, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Ça s'appelle pas forcément du storytelling partout, mais c'est comment raconter quelque chose pour que ça soit attirant et intriguant, quoi, tu vois. Donc là, depuis quelques mois maintenant, on essaye sur la dernière vidéo de travailler un peu plus justement sur le scénario, créer des hauts et des bas, et pas que ce soit hyper linéaire, parce qu'avant, en fait, le problème que j'avais sur mes anciennes vidéos, c'est que c'était tout le temps super linéaire, où genre, il y a aucune surprise, on va dire. Mis à part dans la création, on va dire, il n'y avait pas de surprise dans la façon de réaliser la vidéo, et du coup, c'est monotone, en fait. C'était un peu, pour vulgariser ce que tu dis, c'était un peu... j'expliquais, enfin, il y a un thème, j'explique le truc, je le montre, j'explique, je le montre, je l'explique, je le montre, et du coup c'était exactement trop linéaire. Un pattern qui devient ennuyeux en fait. Sauf si t'es passionné par le sujet ou le truc, mais globalement qui a une capacité de rétention peut-être un peu plus faible que un truc de storytelling travaillé. Bien sûr, ouais. Okay. Et le storytelling, c'est justement essayer de jouer aussi un peu avec les sentiments des gens. Bien sûr. Principalement en fait. Mais c'est le système, enfin là je trouve le truc le plus parlant pour le storytelling, c'est les séries, tu vois. Évidemment. Les films, c'est aussi, il y a aussi du storytelling, mais je trouve que dans les séries, c'est encore plus fort et plus marqué dans le sens où t'as des épisodes, tu dois choisir, enfin tu vois c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, je crois, c'est ça le terme, quand tu cut ton épisode au moment où il te donne vraiment l'envie de regarder le suivant, tu vois. C'est là où c'est le plus visible, je trouve, le storytelling dans son... Et en plus dans les séries, c'est encore plus puissant comme tu le dis, dans le sens où tu t'attaches encore plus aux personnages, parce que tu les vois beaucoup. En fait, il y a un truc qui est très différent, je pense, avec YouTube, c'est que YouTube, c'est plus, on va dire, la réalité. Et donc, c'est là aussi je me pose la question parfois, jusqu'où on peut aller dans le storytelling de nos vidéos? Est-ce que, genre, ça peut poser problème ou pas de manipuler un peu, justement, l'histoire de la vidéo, de se baser sur des faits réels de la vidéo, mais de rajouter, par exemple, des embûches qui ne seraient pas forcément là dans la réalité, mais de le rajouter juste pour le storytelling. Du coup, ça devient un peu un mix entre de la fiction et de la réalité. On en parlait dans un autre épisode avec Micode. Enfin, tu vois, en gros, lui, ce qu'il expliquait, c'est que sur un projet qui va peut-être lui prendre 2 semaines, parfois, le truc qui a duré 5 minutes ou 10 minutes, ça va faire la moitié de la vidéo. Parce qu'en fait, en insistant dessus, ça permet de faire une belle histoire. Alors qu'en fait, il va avoir passé 1 semaine et demie à essayer de chercher des trucs, à pas trouver machin, et qu'en fait, s'il fait la moitié de sa vidéo là-dessus, c'est super chiant, tu vois. Donc, c'est juste du dosage, si tu veux. Il faut doser, tu mens pas. C'est jamais du mensonge, c'est-à-dire que tu ne mens pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui, voilà, mais tu vas insister un point ou diminuer un autre point, et donc, en fait, un peu mentir, en vrai, pour faire un beau storytelling. Tu vois. Après, ça sert la vidéo, quoi. Donc, l'objectif, c'est de servir la vidéo. Mais dans le fond, ton projet, il est bien réel. Ce qui en sort est bien réel. Ce que t'as fait est bien réel. Tu vois, c'est juste comment tu le racontes pour insister ou pas sur des points, quoi. En fait, ce qui est aussi marrant, c'est que parfois, quand on est dans ton processus de création de vidéo, il t'arrive des embûches, mais avant, genre, j'allais pas forcément les mettre, en fait, ces petits problèmes qui arrivent pendant le tournage. J'allais me dire, ah non, ça je vais dégager parce que j'ai pas envie de montrer qu'en fait, je me suis planté à ce moment-là, tu vois. Alors qu'en fait, c'est hyper intéressant de le montrer parce que du coup, les gens voient un peu les failles, ils voient comment tu peux rebondir par rapport à ce problème. Et ça, moi, j'allais vraiment avoir tendance à le virer, en fait, de la vidéo pour que ça soit justement en mode tout le temps bien. Genre, comme si je comprenais pas que les failles que tu peux avoir ou les échecs peuvent te servir justement pour que le récit soit beaucoup plus intéressant. Ça a un gros facteur d'authenticité aussi, je pense. Clairement. Et tu montres pas une image incroyable de toi en mode où tu réussis tout le temps tout, en mode perfect, je suis un boss. Une des métriques, alors c'est pas vrai tout le temps, mais je trouve que c'est un truc assez commun qu'on retrouve chez des créateurs de contenu qui marchent bien, c'est quand même l'authenticité, quoi. Bien sûr. C'est à quel point t'es authentique dans tes vidéos, et même s'il y a aujourd'hui des chaînes qui cartonnent et qui sont un peu full fake, c'est quand même une métrique assez commune, je trouve. Bien sûr, tu vois. Clairement. C'est les gens ont besoin de pouvoir se connecter à toi, alors même si c'est storytelling, en fait. Etc. Ouais, c'est ça, et l'authenticité, c'est vraiment important, quoi. Et donc, clairement, ce truc-là que tu décris, bah, ça vient renforcer à mort l'authenticité, et donc c'est grave intéressant, quoi. Clairement, ouais. Oui, parce que si t'as face à toi un gars qui est complètement parfait tout le temps dans ses vidéos, ben en fait, t'es juste en mode, c'est bizarre, en fait, je peux pas me reconnaître en lui. Ça, tu peux pas t'identifier. Comment,
ça a été reçu par ton audience quand t'as fait ce premier switch? Parce que toi, ça a été assez brutal, entre guillemets, vraiment d'une vidéo à une autre, il y a pas tout qui a changé, mais il y a un vrai changement, et une vraie dynamique complètement différente, et un travail qu'on sent, moi je te parle de mon analyse de viewer, mais qu'on sent beaucoup plus poussé, quoi. L'impact est immédiat, ce qui est très agréable, et surtout les gens font le remarquer, donc ça fait trop plaisir quand tu vas lire tes commentaires et qu'en fait tous les top comments c'est juste des gens qui expliquent que ça a changé, que t'as trouvé un nouveau style, que ça leur plaît énormément, et ça donne énormément de force pour continuer. Et d'ailleurs la vidéo d'après je refais la même chose sur un autre sujet, et pareil les gens me redisent la même chose de nouveau, donc ça fait extrêmement plaisir, et l'impact est vraiment immédiat. Ça, c'était assez fou. C'est que, au début, ça faisait un peu peur. Je me disais, ah ouais, là, je vais un petit peu changer ma façon de réaliser, etc. Je sors un peu de ma zone de confort là-dedans. Comment est-ce que les gens vont l'accueillir? Mais en fait, ils l'accueillent juste